Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Les jeunes dorment-ils assez et surtout, savent-ils comment bien dormir? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités. Ils sont spécialistes de la question. On en parle avec eux dans quelques instants. Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse ouvre ses portes à Saint-Denis dès la semaine prochaine. L'occasion d'en parler dans la seconde partie de l'émission et pourquoi pas de vous donner envie d'y faire un tour. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde vous parlera de la résistance des Américaines qui s'organisent sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec un nouveau coup de tonnerre du côté de la réforme du choc des savoirs. Le rapporteur public du Conseil d'État a demandé l'annulation de la mise en place des groupes de niveau, dits groupes de besoins au collège. Et cela tombe une semaine seulement après l'annonce de la reconduction de ce dispositif en 6e et en 5e par la ministre de l'Éducation Anne Genetet. Dispositif qui a pour but de relever le niveau des élèves en français et en mathématiques. Selon le rapporteur du Conseil d'État, le ministère de l'Éducation nationale aurait dû prendre un décret pour faire passer sa réforme et non un arrêté. Réaction du principal intéressé, le ministère de l'Éducation nationale prend acte des conclusions du rapporteur public du Conseil d'État concernant la mise en œuvre des groupes de besoins au collège. Il s'agit d'une question de forme et de préciser qu'un décret sera publié dans les prochains jours, probablement avant l'avis final du Conseil d'État qui lui rendra sa décision au plus tard mi-janvier. Ce sont les syndicats qui avaient saisi la justice administrative pour faire annuler ce point clé de l'acte 1 du fameux choc des savoirs, trop contraignant et trop coûteux pour eux. Selon les derniers chiffres issus d'une enquête du SNES FSU publiée ce mardi, seul un collège sur 4 applique à la lettre l'organisation de la réforme. Pour eux, c'est donc, je cite, une première victoire. Cela confirme la fragilité juridique et donc politique du choc des savoirs, souligne Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. Alors à la rentrée prochaine, les élèves de 4e et de 3e seront mélangés 1 heure par semaine pour des groupes de français ou de maths en alternance chaque semaine. La généralisation, quant à elle, évoquée par Gabriel Attal, est cependant suspendue. On poursuit ce journal avec les résultats d'une vaste enquête menée par le Conseil national de l'ordre des médecins. Les violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical sont un véritable fléau. Voilà ce qui ressort de manière évidente. 21 140 médecins ont accepté de répondre à ce questionnaire et parmi eux, plus d'une femme sur 2 déclare avoir été victime de violences sexistes et sexuelles de la part d'un autre médecin. Des faits qui se sont déroulés tout au long de leur carrière, mais principalement au cours de leurs études. 44% des médecins femmes évoquent aussi un outrage sexiste, 16% du harcèlement, 6% une agression et 1% un viol. C'est un choc pour le président du Conseil national de l'ordre des médecins, Dr François Arnaud. Le pourcentage de réponses positives est hallucinant. Voilà, ça va être un électrochoc. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme ça, sinon on fuit. Et il ne faut pas fuir, au contraire, parce que moi, je parle pour l'ordre. Phénomène majeur mis en avant par cette enquête, la banalisation des violences sexistes et sexuelles. 92% des médecins interrogés, victimes ou non, pensent qu'il est difficile de faire entendre sa voix, d'être pris en charge ou même d'engager des poursuites. Face à ces déclarations, le Conseil national de l'ordre des médecins prend le taureau par les cornes et veut se montrer plus vigilant. Nous avons eu un séminaire très clair. Un médecin condamné pénalement définitif pour crime ne peut pas exercer la médecine. Maintenant, c'est tolérance zéro. Pour rappel, cette enquête a été décidée après la vague de témoignages et de réactions de soignants postés sur les réseaux sociaux associés au mot-clé #MeTooHôpital au printemps dernier. Des violences encore, mais cette fois liées au trafic de drogue. Plusieurs villes de France sont touchées, Marseille, Poitiers, Sète ou encore Grenoble dernièrement, à tel point que certains établissements scolaires grenoblois prennent des mesures pour protéger leurs enfants. Et oui, ce week-end, de nouveaux coups de feu ont été échangés entre des dealers place Saint-Bruno et dans le parc Paul Valérien Perrin, donc à Grenoble. C'en est trop pour les habitants du quartier qui se sont réunis en collectif citoyen ce samedi 23 novembre. Ils prévoient de manifester contre les violences liées au trafic de drogue car ils ont peur. Inquiétude aussi du côté des parents d'élèves qui sont scolarisés à proximité des zones de violence. C'est pourquoi la FCPE du collège Fantin-Latour a décidé de se joindre à la manifestation. Par ailleurs, depuis ce mardi, l'école Nicolas Chory a pris des mesures pour assurer la protection des enfants, comme la modification de l'itinéraire des sorties scolaires pour éviter certaines stations
stations de tram fréquentées par des dealers. Autre mesure, les enfants ne pourront plus s'amuser dans le parc Paul Valérien Perrin comme ils en avaient l'habitude, parc où il y avait donc des violences ce week-end. Le gouvernement a été plusieurs fois sollicité par les maires de ces villes en prise avec le trafic de drogue. Alors quelle est la réponse du gouvernement, Charlet? Alors le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, semble déterminé à lutter contre le narcotrafic, évoquant même un risque de mexicanisation de la France. Ce sont ses mots. Il était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Je fais de cette cause, de la lutte contre le narcobanditisme, la criminalité organisée, je veux qu'on en fasse une cause et un combat national. Et de ce point de vue-là, avec Didier Migaud, on est parfaitement alignés. Bon. Et avec le Premier ministre Michel Barnier. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les territoires sont gangrénés. Tous. Le rapport sénatorial a été très très clair. Et on a bien vu qu'un certain nombre de professions, publiques comme privées, commençaient à être atteintes par des phénomènes de corruption. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Il y aura un texte qui sera examiné au Sénat, qui est le fruit d'ailleurs du travail de la commission d'enquête que j'avais moi-même, quand j'étais président du groupe LR au Sénat, diligenté. Eh bien, je crois qu'on va se donner les mêmes instruments qu'on s'est donnés il y a 10 ans avec le terrorisme. C'est la même chose. Les mêmes moyens qu'on s'est donnés il y a 10 ans avec le terrorisme, c'est la même chose. Les mots de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Une belle histoire cette fois pour terminer ce journal, Shirley. Des enfants sourds sont devenus musiciens dans un orchestre à Marseille. Oui, et ce grâce à Frédéric Isoletta, qui est donc un pianiste, organiste et père d'un petit garçon sourd. L'orchestre Les Colibris est un projet précurseur en France. Il est composé d'enfants sourds qui portent un implant cochléaire. Ce sont des enfants donc qui entendent, qui parlent, mais qui n'entendent pas aussi bien que nous. Et surtout, il leur est impossible, normalement, de faire de la musique. Alors, comment a-t-il pu mettre en place cet orchestre? Frédéric Isoletta, on l'écoute. J'ai pris des renseignements auprès de chercheurs, de médecins, de tout ça, pour faire des compositions adaptées. J'ai imaginé un système où chaque enfant est avec un autre enfant qui n'est pas sourd, qui joue le même instrument. C'est comme un jumeau ou une jumelle. Et il y a un parrain ou une marraine qui est un musicien professionnel. Tout le monde fait de l'orchestre dès le début. Voilà. Les enfants font beaucoup de progrès en parole et en psychomotricité par rapport à ça, à cette pratique. Ils mettent les pieds dans un conservatoire. Ils sont fiers aussi parce que c'est le seul rendez-vous qui n'est pas médical dans la semaine, en dehors de l'école. Et puis, ils font de la musique, ce qui est normalement impossible. C'est-à-dire, on peut faire jouer au foot des aveugles, hein, mais faire de la musique à des sourds, et en plus dans un conservatoire, c'est même pas la peine d'y penser. Normalement, donc, de ce genre de choses, évidemment, je peux être fier, et puis surtout fier d'eux, de ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent à accomplir. Une expérience unique au monde, racontée à travers un documentaire diffusé ce soir sur France 3. Heure du rendez-vous, 22h45, et le titre du documentaire, La musique sourde de Daniela Lansouisi. Merci Shirley. Ne pas négliger le sommeil chez l'adulte comme chez l'enfant, une phrase que l'on entend souvent et qui est un principe qu'on ne respecte pas toujours. Alors aujourd'hui, nous voulions détailler avec vous ce qui fait un cerveau reposé. Quelques astuces sont à retenir, vous allez voir, et même à piquer aux grands sportifs pour mieux dormir. On en parle avec nos invités dans quelques minutes. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Faïssa Bossi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste et conférencière. Également Mathieu Nedelec, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'INSEP en physiologie de la performance. Alors, consacrer une émission sur le sommeil, peut-être que cela vous interroge. Et pourtant, un tiers des Français s'en plaignent. Depuis les années 50, les Français ont perdu environ 1 heure à 1h30 de sommeil par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est ce fameux livre « Dormez mieux » grâce au secret des grands sportifs, préfacé par Michel Simès. C'est Mathieu Nedelec, ici présent, qui l'a écrit. C'est aux éditions Vuibert. Pourquoi est-ce que c'est si important de prendre soin de son sommeil, Mathieu Nedelec? Alors effectivement, le sommeil, ça va assurer une récupération de notre journée de veille, une récupération à la fois physique, une récupération cognitive, ça va nous permettre de réguler nos émotions. Bref, c'est central et c'est vraiment effectivement quelque chose
capital de prendre soin de son sommeil tout au long de sa vie. Récupération, effectivement, on l'imagine, pour se sentir bien, pour avoir ce qu'on appelle de l'énergie de manière assez basique. Je rappelle que vous êtes médecin, Faïssa Bossi. C'est aussi une façon de prévenir aussi les maladies graves? Oui, absolument. Le sommeil, c'est crucial. C'est quelque chose qui permet, avec différentes phases de sommeil, de pouvoir se réparer, d'avoir une phase de récupération. Et c'est particulièrement vrai chez les enfants et chez les adolescents, parce que ça va être un moment où on va fixer ses émotions, mais également capitaliser sur sa mémoire et éviter les troubles cognitifs. Et sur le plan cardiaque, si tout est décalé, vous allez avoir des pathologies comme du diabète, de l'hypertension, etc. Alors on va en parler évidemment, on va détailler tous ces points, notamment pour les enfants, pour l'école, pour l'éducation, tous ces moments qui sont très importants. Juste je reviens sur la notion de sommeil, sur le fait de s'endormir. S'endormir ne se résume pas seulement juste à s'allonger et fermer les yeux. C'est quoi précisément le sommeil? Est-ce qu'on peut l'analyser, on peut le définir? Qui veut s'essayer? Le premier peut-être, Faïssa Bossi. Alors le sommeil, on va le voir un petit peu comme un train avec des horaires de départ. Il n'y a jamais de grève. Voilà, c'est ça. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, il est régulé par une horloge biologique qui est interne. Et tout ça se fait au niveau du cerveau avec un espèce de petit thermostat qu'on appelle l'hypothalamus et qui est très sensible à la fois des facteurs internes, mais aussi externes. Et l'externe, c'est la lumière. Donc en fait, si vous voulez, simplement le fait de s'allonger ne suffit pas. La lumière va être très importante pour déclencher la fameuse endormissement. On parlait d'activité physique, de sport en particulier. L'activité physique est aussi un phénomène qui va réguler le sommeil par rapport à la température. Donc vous voyez que c'est une capitalisation, ou en tout cas un musicien, des chefs d'orchestre qui vont tous s'orchestrer pour faire en sorte que vous puissiez et bien vous endormir et bien vous réveiller. Alors trouver les secrets, les tips comme on dit maintenant, les tips, j'aime bien, les boumeuses, les trucs et astuces pour bien s'endormir. Mais c'est vrai que c'est un sujet finalement, le sommeil, qui a été longtemps délaissé. On ne se préoccupait pas trop de savoir si oui ou non. D'ailleurs, on disait souvent que c'est une perte de temps finalement de dormir. Pourquoi c'était comme ça, Mathilde Delec? Les découvertes et les recherches ont vraiment beaucoup évolué au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Pour compléter un petit peu la définition, moi je dirais que c'est vraiment un état de veille, mais le cerveau est éminemment actif au cours de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se retraduisent, qui sont des réactivations de ce qui s'est passé dans la journée. Donc effectivement, c'est effectivement une partie très très importante de nos 24 heures au cours d'une journée. Donc effectivement, il y a une réactivation et beaucoup de choses importantes se passent au cours de la nuit. Comment ça fonctionne le sommeil? Quand vous y consacrez donc plusieurs chapitres, il y a tout un chapitre sur le rythme en fait, la fameuse horloge biologique. C'est ça dont on parle? Oui, effectivement, l'horloge biologique, donc c'est un petit nombre de neurones, des noyaux suprachiasmatiques là, à la base du cerveau et qui vont réguler tous les rythmes de notre organisme. Par exemple, voilà, la température corporelle répond à un rythme circadien qui est dicté par l'horloge biologique. Et effectivement, prendre soin de son horloge biologique, ça assure un sommeil de qualité. Alors comment on en prend soin? Parce que c'est bien dit comme ça, formidable, mais comment on fait pour prendre soin de son horloge biologique? Encore faut-il la connaître, non? Au sens littéral du terme, c'est ce que disait M. Ndelec, c'est-à-dire que véritablement il y a des habitudes à avoir pour pouvoir réguler ce sommeil et qui sont des choses assez simples en vérité. C'est une espèce d'hygiène de vie, ça va être l'alimentation, ça va être l'activité physique, ça va être aussi des phases de pause, parce qu'on est dans une phase de performance, je pense particulièrement aux enfants où ils ont des plannings qui sont surchargés, où on leur dit il ne faut pas rêvasser, alors qu'en vérité, faire ces pauses-là, elles sont salvatrices. Vous le voyez comme une perte de temps, c'est l'expression qu'on concède, c'est complètement faux. C'est une phase de récupération qui va vous permettre à la fois de grandir, à la fois d'avoir une régulation sur le plan hormonal, sur le plan fonctionnel. Donc voilà, il faut vraiment instaurer ce que j'appelle des rituels qui vous permettent, au même titre que pour les restes des organes, de fonctionner normalement. On parlait tout à l'heure, à l'instant de l'horloge biologique, de sa propre horloge. Vous disiez dans votre livre qu'il fallait d'abord déterminer son chronotype. C'est quoi le chronotype? Oui, c'est intimement lié à l'horloge biologique. Donc certains sont plus du soir, d'autres plus du matin. Et ça va être particulièrement important au moment de l'adolescence où on constate en général un décalage de phase, c'est-à-dire que c'est juste normal pour l'adolescent de s'orienter vers des couchers plutôt tardifs, des levées tardifs lorsqu'il en a la possibilité. Ça n'a rien à voir avec les écrans, vous voulez dire? C'est pas de leur faute. Alors, les écrans... ça dédouane pas. Revenons du coup sur l'horloge biologique. Effectivement, elle répond à 3 synchroniseurs principaux. Et le numéro 1, c'est la lumière. Donc finalement, la lumière, effectivement, et c'est la raison pour laquelle les écrans sont particulièrement délétères sur le sommeil, c'est que s'exposer aux écrans, à la lumière, à une lumière importante, vive à un moment inadapté, ça va dérégler notre horloge biologique. Et au contraire, sur la lumière.
Là, vous parlez vraiment de la lumière. Hein. Effectivement. Donc, dormir dans le noir, par exemple, c'est mieux. Oui, effectivement, c'est conseillé. Et par contre, la lumière bien utilisée, au contraire, elle va justement permettre de synchroniser notre horloge biologique. Et c'est vrai que dès le réveil, aller rechercher la lumière, on parlait de l'activité physique, pratiquer une activité physique. L'activité physique est un autre synchroniseur, mais la pratiquer à la lumière extérieure, effectivement, on va gagner sur les deux aspects, justement. D'accord, donc le chronotype, en fait, vous le dites, hein, c'est chacun son rythme. Vous le dites vous-même, les adolescents ont besoin, en général, de se coucher un peu plus tard et de se réveiller plus tard le matin. Sauf que, il paraît que quand on est adolescent, on ne choisit pas son rythme. On doit aller à l'école tôt le matin, en général vers 8 h, on doit y être. Donc comment faire, justement, pour que cette journée se passe bien pour un enfant pour qui le chronotype ne va pas forcément être en adéquation avec son rythme? Effectivement, et c'est une problématique. Il y a eu des projets et puis des expérimentations sur le décalage de l'heure de début des cours, notamment aux États-Unis, d'une heure, qui a permis vraiment de prendre soin de la qualité du sommeil des adolescents. Aujourd'hui, selon les derniers rapports, il y a 30 à 40% des collégiens, des lycéens qui se disent fatigués le matin au réveil. Donc là, effectivement, c'est une problématique. Comme vous dites, il faut faire avec. On est un petit peu plus libre le week-end, et le week-end, il va se passer pas mal de choses. On va pouvoir compenser une certaine dette de sommeil potentiellement qu'on a créée dans la semaine, mais justement sans trop se désynchroniser, sans trop se décaler. Ah oui, on peut avoir une dette de sommeil et la rattraper vraiment. Finalement, se coucher à heure fixe, c'est important ou pas? Alors oui, c'est important parce que véritablement, je vous parlais de rituels, donc il faut un cadre. Le fait de se reposer le week-end, c'est une chose, mais je pense qu'il ne faut pas trop non plus se décaler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en profiter pour faire des grasses matinées jusqu'à midi, parce que là, véritablement, on décale nos horaires de train. Donc on peut, à la limite, proposer ce que j'appelle des siestes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est ce qui se fait dans de nombreux pays, de faire des espèces de petites siestes pour pouvoir resynchroniser au sens littéral. Mais vous ne pouvez pas tout décaler, parce que sinon, le corps, il n'est pas idiot. Il va vouloir chercher à rattraper quelque part et décompenser. Voilà. L'idéal de la sieste, on parle de 20 minutes, c'est vrai ou c'est une fausse idée? Alors, 20 minutes, c'est l'idéal. Moi, je ne sais pas faire une sieste de 20 minutes. Quand je m'endors longtemps. Mais c'est vrai que, par exemple, vous prenez des pays en Asie où ils font des micro-siestes, les petites micro-siestes de 5 minutes, des nappings. Oui, ça s'appelle le napping. Et ça marche pas mal. Mais là encore, c'est une question d'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. C'est un thème de recherche assez récent, les siestes flash, qui durent effectivement quelques minutes, qui permettent de Mais on booster. parle vraiment de sieste, 5 minutes? Tout à fait. On parle de sieste, ça booste la vigilance, ça booste aussi le système immunitaire, et même quelques dernières études menées notamment à la Pitié-Salpêtrière qui ont montré que quelques dizaines de secondes de sommeil lent léger pouvaient booster la créativité aussi. Donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi d'important pour nos enfants, nos adolescents. Alors parlons précisément de nos enfants. On a parlé à l'instant des écrans, des réseaux sociaux. Est-ce que dans le livre, vous commencez, il y a une préface puis une introduction. Je disais, Michel Simès aussi, effectivement, a préfacé le livre. Vous dites que les enfants dorment moins aussi qu'avant. Donc est-ce que c'est lié au fait que finalement tous les Français, beaucoup d'Occidentaux dorment moins depuis les années 50, et déjà pourquoi? Mais aussi, est-ce que finalement c'est lié aussi à l'activité le soir à cause des écrans? Vous avez tout à fait raison, ça s'inscrit dans un mouvement global de réduction de sommeil au sein de la société. Et effectivement, les jeunes, les enfants, les adolescents sont également touchés. La problématique, c'est que leurs besoins de sommeil sont supérieurs aux nôtres. Pour un adulte, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par cycle de 24 heures. Pour un adolescent, entre 14 et 17 ans, c'est entre 8 heures et 10 heures. Ce qui fait qu'effectivement, un grand nombre d'entre eux sont en dette de sommeil, puisqu'on estime aujourd'hui que le temps de sommeil moyen des adolescents est autour de 7 heures. Donc bien loin des 8 à 10 heures recommandées. Ah oui, en effet. Et quand on est petit, pour les petits-enfants? C'est plus encore, ouais. Sur un nourrisson, il dort entre 10 à 12 heures. On est même passé pour les adultes, disait le professeur Damien Léger, qui est un spécialiste du sommeil, à 6h42. Donc on est vraiment, on a des dettes de sommeil. C'est trop peu. C'est trop peu et pour autant, notre culture ne valorise pas tant que ça le sommeil. Course à la productivité en permanence, l'encensement de personnalités qui ne dorment pas beaucoup plus. Évidemment, on pense au titre de presse sur Emmanuel Macron et ses 4 heures de sommeil par jour. Est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, cela influe sur la perception que les jeunes peuvent avoir du sommeil, non? Oui, tout à fait. C'est un peu l'image. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour beaucoup encore, je pense que c'est considéré comme du temps perdu, mais en fait, les dernières recherches montrent que c'est tout l'inverse. Et effectivement, pour avoir une journée de qualité, il faut avant tout prendre soin de son sommeil. Alors, on va parler précisément, si vous le voulez bien, on va détailler justement l'impact du sommeil. D'abord, l'impact sur le cerveau.
docteur? Alors, oui, sur le cerveau, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que cerveau, le sommeil il se divise en sommeil léger, enfin lent, le sommeil profond et puis le sommeil paradoxal. Et dans ces 3 phases, vous avez des phases de récupération, notamment au niveau du sommeil lent, avec un organe qui s'appelle l'hippocampe, parce qu'il ressemble à un animal marin, qui est l'hippocampe, et qui est une zone de stockage, de triage de données, etc. Et il a été montré dans les études, et notamment dans l'imagerie, que quand on a une qualité de sommeil qui n'est pas bonne, elle se rétrécit. Et donc, du coup, au niveau de la mémoire, de l'apprentissage, de tout ce qui est cognitif, vous allez avoir des troubles consécutifs. Notamment, c'est une entrée dans des démences, maladies d'Alzheimer, etc. Donc, vous voyez la nécessité d'avoir véritablement un sommeil de qualité. Vous parlez de gens qui dorment 4 heures. Alors, c'est très, très rare. Objectivement, la majorité de la population dort au moins plus de 7 heures et il est vraiment important de respecter son chronotype. Chacun dort de façon différente, c'est génétiquement programmé. On ne programme pas son sommeil à l'avance, on ne peut pas le réguler comme ça. D'où l'importance véritablement sur le plan cognitif d'avoir ces aspects-là, de se connaître personnellement et de garder vraiment un rythme. Mais quand vous dites chronotype, pour bien comprendre, ça veut dire le nombre d'heures dont on a besoin ou ça veut dire aussi les phases, les heures d'endormissement qui sont bénéfiques pour l'un et peut-être moins pour l'autre? Typiquement, le chronotype, ça va être ça, plus des gens qui sont plus du matin, donc couche tôt, lève tôt, d'autres plus du soir, couche tard, lève tard. Et effectivement, je rejoins le docteur, là, dormir en accord avec son chronotype et ses horaires préférentiels de sommeil, ça va être déterminant. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens encore une fois sur le coucher parfois tardif des adolescents. Ça peut même être contre-productif de demander à un adolescent de se coucher plus tôt, parce que finalement, il va tout simplement pas avoir sommeil à cette heure-là de la soirée. Donc effectivement, connaître son chronotype, qui est fixé principalement à l'âge adulte, et dormir en accord avec ses horaires préférentiels de sommeil, c'est quelque chose de fondamental. Et ça va expliquer aussi, au cours de la journée, le fait qu'on va passer par différents creux de vigilance et au contraire des pics de performance. Ça va être aussi dépendant de notre chronotype. Mais ça, est-ce que, par exemple, vous travaillez donc à l'INSEP, vous êtes chercheur, est-ce que vous en discutez avec soit l'échelle d'établissement, soit avec aussi tout le corps professoral pour tenter de faire passer ce message-là? Parce qu'on le sait que les jeunes, les enfants n'ont pas la capacité de concentration pendant 8 heures par jour de la même manière, de manière totalement... Oui, effectivement. Et donc, effectivement, la particularité des sportifs et des jeunes sportifs de haut niveau, c'est la nécessité de mener de front un projet de formation avec un projet de performance, d'accord. Donc, effectivement, c'est fondamental pour réussir sur ces deux projets de concilier, effectivement, des rythmes veille-sommeil adaptés. Et par conséquent, effectivement, je parlais tout à l'heure de décaler l'heure de début des cours. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place pour leur permettre de dormir un petit peu plus. Mais en France, pas encore. Le matin, mais pas encore. Oui. Par contre, c'est vrai que je pense que sans aller sur des pratiques telles que les leurs, puisque certains vont s'entraîner 4 à 5 heures par jour. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a remarqué, notamment de par nos différentes recherches, c'est l'intérêt vraiment de l'activité physique sur la qualité du sommeil et la profondeur du sommeil. Avoir une activité physique régulière, si possible, encore une fois, en étant exposé à la lumière extérieure, c'est vraiment l'un des meilleurs comportements pour prendre soin de son sommeil. C'est vrai qu'on se rend compte souvent que plus on fait du sport, peu importe le sport d'ailleurs, mieux on dort en fait. Mieux dans le sens de qualité, pas forcément du nombre d'heures. S'il y avait que ça par rapport au sommeil, je vous dirais que l'activité physique, le mouvement, c'est crucial. Aujourd'hui, la problématique qu'on a et qui est un fléau, c'est la sédentarité. C'est le nouveau tabagisme aujourd'hui, au sens littéral du terme. L'activité physique, elle est régulatrice pour le sommeil, pour l'humeur, pour le poids. C'est vraiment un facteur extrêmement protecteur. Alors, on n'est pas obligé d'être tout sportif de haut niveau, parce que pour moi, l'activité physique, c'est les notes de musique, et le sport, c'est Beethoven. Donc, on n'est pas là pour échanger ça, mais il faut inciter les adolescents à faire une activité physique régulière, ludique, qui leur plaise, ils font ce qu'ils veulent, mais ils font quelque chose. Et nous, en tant qu'adultes, on doit aussi être exemplaires. Alors, continuons à parler de sport, justement, vous inspirez du sommeil des grands sportifs pour trouver les meilleures idées et remèdes à ce fameux sommeil récupérateur, s'il est possible de l'avoir, parce qu'on se pose toujours la question, moi-même au bout de 11 heures ou de 10 heures de sommeil, je ne sais toujours pas récupérer. Est-ce que c'est l'idée de ce livre, est-ce que sans non plus tout dévoiler, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils particuliers à donner et qui viennent de grands sportifs? Alors,
Je pense que la première chose, et c'était l'objectif aussi avec ce livre, c'est d'apprendre à mieux se connaître. On en a parlé depuis le début là, de l'échange. Le sommeil, ça reste très individuel finalement, donc c'est la raison pour laquelle aussi il y a plusieurs questionnaires qui sont proposés pour en apprendre plus sur soi-même par l'intermédiaire de ce livre. Et c'est vraiment moi la démarche que j'ai lorsque je reçois un sportif pour optimiser et l'accompagner sur son sommeil. C'est vraiment dans un premier temps de définir ce qu'on appelle son profil de dormeur. Alors on a parlé, quelle est la quantité de sommeil dont on a besoin, quel est notre chronotype, est-ce qu'on est plus du matin, plus du soir, quelles sont nos contraintes diverses et variées, à la fois en lien avec le sport, mais aussi des contraintes d'ordre, j'ai envie de dire, social. Donc voilà, je pense que par l'intermédiaire de ce livre, définir son profil de dormeur, ça permet derrière vraiment d'individualiser les recommandations. Et je pense que c'est ça, le secret principal, c'est de trouver les stratégies qui vous conviennent. On parlait des jeunes et évidemment de l'école. L'impact du sommeil sur la régulation des émotions aussi, c'est très important. Absolument. Le sommeil régule l'humeur. On peut avoir des troubles de la sensibilité, des syndromes anxieux, voire même des syndromes dépressifs qui sont liés justement à une dette de sommeil, à une mauvaise qualité de sommeil, parce qu'encore une fois, le cerveau, il n'est pas reseté, il est crevé. Et donc, en l'occurrence, vous vous retrouvez avec des troubles liés donc, à de l'anxiété. C'est surtout l'anxiété qu'on va voir et des enfants qui sont agités. Du coup, un impact énorme sur la santé mentale des adolescents. On peut jouer, évidemment, il y a les cas très graves aujourd'hui, le du harcèlement et plein d'autres situations qui sont compliquées, ne serait-ce que d'être en cours et de pas forcément avoir choisi sa voie, etc. Tout ça, on l'intègre bien entendu, mais c'est vrai que le sommeil, c'est souvent quelque chose qu'on aborde peu à l'école. Peut-être faudrait-il avoir plus de sensibilisation là-dessus. Oui, tout à fait. Je pense que avant de vouloir apprendre les mathématiques, l'histoire, il faut effectivement, je pense, avoir déjà posé une fondation, une base solide sur le sommeil. Donc effectivement, vouloir faire ingurgiter des connaissances à des enfants, mais sans avoir évoqué avec eux la question du sommeil et de leur sommeil, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu hasardeux. Un petit peu hasardeux. On parlait évidemment donc à la fois de sport, de quantité, c'est-à-dire du nombre d'heures évidemment de sommeil. On va en parler aussi de la récupération et de la qualité, mais autre point, c'est l'alimentation. Je crois que l'alimentation joue énormément. C'est vrai qu'il y a, et vous y consacrez aussi tout un chapitre sur l'importance du tryptophane. Je vous laisse expliquer, parce que je ne vais pas le faire, moi. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu un détail dans tout ce chapitre sur la nutrition. Juste avant tout, commencer par le fait que la nutrition, c'est aussi un synchroniseur de l'horloge biologique. C'est-à-dire que l'heure à laquelle vous prenez vos repas, et en particulier si vous êtes régulier sur ces heures de repas, ça va bien synchroniser votre horloge biologique. Et aujourd'hui... C'est quand même une vie un peu monotone, non? Parce que alors, si on est toujours déjeuner, dîner aux mêmes horaires, se coucher aux mêmes horaires, je ne sais pas pour vous, mais ça me paraît compliqué. Pour les enfants... Il y a un peu de fantaisie dans tout ça Oui, un petit peu de fantaisie, et c'est juste aussi la capacité... l'horloge reste aussi malléable, l'horloge biologique, et pas... C'est absolument pas une approche rigoriste. Ok, mais on peut avoir donc des repas qui soient fantaisistes, un peu sympas, mais il faut bien savoir ce qu'on mange, c'est ça, parce que ça joue beaucoup sur le sommeil. Tout à fait. Et pour revenir sur cette question du tryptophane, effectivement, il y a des aliments aujourd'hui qui sont adaptés pour favoriser la qualité de sommeil. Effectivement, les aliments riches en tryptophane, en fait, le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel. Il est apporté par l'alimentation et c'est un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc finalement, plutôt que de passer par la case pharmacie, aller acheter vos compléments alimentaires à base de mélatonine, bien sûr, en prenant soin de votre assiette, vous favoriserez une production naturelle, dite endogène, de mélatonine. Viande en particulier, volaille, le lait, produits laitiers, les œufs, le poisson, certaines céréales et légumineuses type avoine, soja, maïs & co, les fruits à coque, les bananes, le chocolat. Je le dis parce que c'est quand même bien, on ne sait pas toujours ce qu'est le tryptophane et encore moins où il se situe. Donc il faut pouvoir les imaginer. Aussi, autre point, je disais, il y a le nombre d'heures et puis il y a la qualité du sommeil. Un sommeil récupérateur, donc on mange bien, on se couche en bons horaires, on fait du sport. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, moi j'ai déjà fait, je récupère pas. Pourquoi ? Alors, il y a aussi le fait qu'en grandissant et en vieillissant, et en particulier aussi chez les femmes, on a des phénomènes hormonaux, comme par exemple la ménopause, qui est connue pour entraîner chez les femmes de plus de 50 ans, 55 ans, ces fameux troubles du sommeil. Et de toute façon, en vieillissant, on a aussi une altération de la qualité du sommeil. On a des cycles de sommeil qui sont beaucoup plus courts. Donc, on se retrouve avec cette dette de sommeil qui peut venir. Nos activités aussi professionnelles, elles peuvent être responsables d'une qualité de sommeil qui est également... Le stress, évidemment. Le stress est un facteur de risque, absolument. Voilà, tout ce qu'on imagine. S'alimenter, on l'a dit. Dormir dans le noir, on l'a dit. Est-ce que seul,
Aussi, ça joue à 2. Enfin, je veux dire, le sommeil, c'est aussi ça, c'est important. Peut-être dans le chaud, dans le froid. Est-ce qu'on doit mettre son chauffage à fond ou est-ce qu'au contraire, on doit dormir à 18 degrés ? Alors, les recommandations, c'est entre 16 et 22 degrés. En tant que fille, je vous dirais que je préfère la chaleur Bahamas, mais ça, c'est les filles, elles préfèrent toujours une température un petit peu plus haute. Mais voilà, en général, c'est entre 16 et 22 degrés. Je dirais une chambre bien aérée et dans le noir. Et puis, on parlait des écrans, c'est la lumière enrichie en bleu qui est une problématique parce qu'elle va stimuler beaucoup plus les récepteurs visuels, 70 fois plus que la lumière naturelle. Et donc, vous avez un retard à la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Quelque chose à ajouter ? Juste préciser aussi qu'en plus des écrans, c'est vraiment aussi important le contenu qui est échangé. C'est-à-dire qu'effectivement, cette question de la lumière bleue, effectivement, c'est potentiellement perturbateur sur l'horloge biologique. Mais voilà, il y a quelques chiffres forts. La personne qui va régulièrement consulter un réseau social avant de se coucher, c'est en moyenne 1 heure de sommeil en moins au cours de la nuit suivante. Mais parce que ça génère du stress ? Des pensées négatives ? Il y a la question de la lumière, mais il y a aussi le fait que simplement commenter, réagir à un commentaire ou autre sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est aussi une source de stimulation pour le cerveau. Or, le cerveau, pour aller tranquillement vers un sommeil récupérateur et profond, il a besoin de changer de mode, de changer d'activité et de passer progressivement vers effectivement un certain état de quiétude. Et là, on se rend compte qu'on peut finalement... s'être endormi, mais notre cerveau continue effectivement à ruminer et surtout à traiter en fait toutes les interactions, tous les événements un petit peu connotés d'un point de vue émotionnel qui ont lieu au cours de la journée. Donc effectivement, il y a cette phase de détente cérébrale dont je parle dans le livre, l'heure qui précède le coucher, qui est vraiment fondamentale. Ce livre, c'est Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs, préface de Michel Simès avec la contribution de Stéphane Diagana, Jean Galfionne, Marine Johannes, pardon, je ne vois pas bien, Yannick Corson, Yann Scrub, il faut que je fasse une émission sur la vue, je crois. Mathieu Nedelec, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSEP en physiologie de la performance. Également Faïssa Bossi, merci 1000 fois de venue. Médecin généraliste et conférencière, vous l'avez compris. Les écrans, l'alimentation, le sport, la sédentarité, tout ça, voilà, il faut cela joue sur votre sommeil pour dormir mieux, mais il faut tout repenser. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, 2°, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sylvie Vassallo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Le Salon du Livre, eh bien, c'est un salon qui réunit chaque année le grand public et les professionnels du livre et de la presse jeunesse. 40e édition qui démarre le 27 novembre et cela jusqu'au 2 décembre. Ça se passe à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Métro Robespierre, je le dis parce que Sylvie m'a glissé juste avant notre interview. Un salon 2024 qui marque donc un thème précis, celui du rêve. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a une double raison. La première, c'est qu'il y a 40 ans, la littérature jeunesse et l'édition jeunesse n'étaient pas du tout aussi en forme qu'aujourd'hui. C'était pas complètement les débuts, mais c'était pas forcément aussi connu et aussi reconnu. Et il a fallu une bonne dose de rêve à ceux qui ont imaginé, inventé ce salon. Et chaque année, c'est un rêve qui se renouvelle puisque les enfants viennent de plus en plus nombreux avec leur famille et sont heureux de venir découvrir ici la littérature de jeunesse. Et puis la deuxième raison, c'est la grisaille ambiante. On vit dans un monde qui est difficile pour les enfants. C'est difficile de se projeter. Il y a beaucoup d'angoisse pour eux. Et la littérature est là pour apporter l'imagination, pour aider à comprendre, à se projeter aussi et peut-être à imaginer d'autres formes, d'autres demain. Donc ça nous semblait important pour eux de donner cette dimension de rêve et d'imagination. Et puis général, c'est parce que le salon, c'est quelque chose de très collectif. Alors, c'est aussi dire qu'on ne va pas y trouver spécifiquement des auteurs de science-fiction ou d'imaginaire ou de romans. Le rêve peut être partout. Oui, alors on va aussi trouver des auteurs de science-fiction ou de fantastique, puisque la littérature de jeunesse est quand même très forte de ce côté-là. Il y a beaucoup d'auteurs et de jeunes qui aiment cette littérature. Mais effectivement, le rêve est partout. Le rêve est dans la poésie. Le rêve est aussi dans le quotidien. Le rêve est dans nos têtes. Voilà, le rêve est partout au salon et partout dans toutes ces salles de rencontre, puisqu'il y a 16 espaces de programmation du salon. Il y a 450 exposants. Donc il y a de quoi faire. Ah oui, il y a de quoi faire, effectivement. D'ailleurs, on pense à l'auteur, à la créatrice de Tom Tom et Nana qui est décédée hier. Mais c'est vrai qu'il y a de grands livres qui nous ont bercés à chaque génération, des albums, des BD qui sont évidemment cultes et phares. Il y a aussi tout ce potentiel, cet imaginaire de création autour des mangas qui a fait un boom extraordinaire il y a quelques années. Est-ce que ça continue auprès des jeunes ? Oui, ça continue. En tout cas, c'est assez puissant. Il n'y a pas forcément de croissance nouvelle, mais c'est relativement puissant. Je crois que ce que les jeunes aiment dans les mangas, c'est la dimension rapide de la lecture. C'est aussi la dimension de la série. Ce sont deux choses qui sont importantes pour continuer à lire. Peut-être aussi l'imaginaire que les mangas déploient et l'esthétique et l'imaginaire qui viennent un petit peu d'ailleurs. Bon, pour autant, on voit et on le voit au salon, les jeunes aiment beaucoup de choses différentes aussi. Alors la BD est plus classique, mais également les romans et de façon, j'allais dire curieuse, non, en tout cas étonnante peut-être pour ma génération, la poésie. Il y a un vrai renouveau de la poésie qui vient du slam, du rap, de tout ce travail oralisé autour de la langue et qui arrive aussi du côté de l'écrit. Oui, c'est vrai, on a vu des campagnes dans le métro, effectivement, de poèmes écrits par des jeunes qui cartonnent. Lire pour le plaisir, évidemment, de lire, pour développer son imaginaire, vous l'avez dit, mais aussi pour comprendre mieux, peut-être, davantage le monde qui nous entoure. Les artistes que sont les auteurs, les illustrateurs, les écrivains, les écrivaines qui produisent, créent ces livres-là, vivent dans le même monde que nous et ils apportent leur clé de compréhension, leur sensibilité. Je crois que c'est cette dimension sensible qui est importante, qui va permettre à des enfants dès tout petits jusqu'à très grands, puisque la lecture pour ados, ça va pour les jeunes aussi jusqu'à 25-30 ans parfois. Donc ces auteurs apportent leur sensibilité, leur regard sensible sur le monde et ça aide effectivement à le comprendre, à le saisir à des endroits où peut-être on a un peu de mal à le faire. On a reçu Edwige Chirouter sur ce plateau cette semaine qui enseigne la philosophie aux plus petits. Est-ce que c'est aussi une tendance qui se crée, les livres de philo pour enfants ?
Oui, dans la littérature jeunesse, dans l'édition jeunesse, il y a vraiment beaucoup de genres, beaucoup de tendances. Il y a de la philosophie, il y a du documentaire. Il y a l'histoire de l'édition jeunesse vient aussi du côté de l'éducation et tout ce qui peut permettre aux enfants finalement de se positionner dans le monde actuel est présent en édition et en littérature de jeunesse. C'est la philosophie. Effectivement, c'est important. Ce qui est peut-être pas complètement nouveau, mais en tout cas relativement récent, c'est que vraiment ces collections de philosophie peuvent s'adresser à des enfants relativement jeunes. Donc il y a une capacité des autrices, des auteurs et aussi des éditeurs à s'adresser à un public jeune pour aborder avec eux des questions qui peuvent être d'une très grande complexité. Bah oui, des questions existentielles, universelles, mais qui forcément font appel au fameux pourquoi, comment que l'on pose très tôt lorsqu'on est enfant. On le disait, comprendre le monde, la Lituanie, je crois, est à l'honneur lors de ce salon du livre et de la presse jeunesse, en tant que pays à découvrir par et pour sa littérature. Quel est son marqueur précisément ? Comment en parler ? Alors, en fait, on a été sollicité par un salon lituanien, qui est un salon de bande dessinée et qui voulait, dans le cadre de la saison lituanienne, mener un partenariat avec nous pour aider des jeunes créateurs lituaniens à s'aventurer sur le chemin de la bande dessinée. Donc, durant toute l'année 2024, 3 auteurs français, 3 scénaristes français ont tutoré des créateurs lituaniens et il en ressort un ouvrage qui est un ouvrage, qui est un leporello. Un leporello, c'est un ouvrage, c'est comme des papiers pliés comme ça, qu'en accordéon, qu'on peut retirer, donc format album. Et il y a 6 leporello qui reviennent sur la mythologie lituanienne. Donc c'est pour ces jeunes artistes, ça a été un moment de création, et pour nos jeunes lecteurs, ça va être un véritable moment de découverte d'une culture européenne qui n'est pas si proche que ça de la nôtre. Et vous avez pu proposer aussi quelques albums ou livres, enfin romans en français, du coup, côté lituanien ? En fait, c'est par la rencontre avec les auteurs français et lituaniens que ça s'est fait. Mais sinon, au salon lui-même, on va vraiment surtout rencontrer et découvrir ces artistes lituaniens. Lire aussi pour développer ses compétences. On parle souvent du niveau de lecture et d'écriture catastrophique des élèves en France. Pourtant, le salon ne désemplit pas. Comment expliquer ce paradoxe entre des enfants qui courent vers les livres jeunesse, et j'en ai 2 à la maison, ils adorent ça, et puis en même temps, effectivement, cette problématique à la fois de l'orthographe, de la compréhension de la syntaxe. Bon, alors c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Un peu dense. Oui, qui est un peu dense. Ce dont je peux témoigner, c'est qu'effectivement, il y a un grand appétit de lecture, et il y a un grand appétit pour les livres que l'on peut voir au salon. Il y a malgré tout des enquêtes statistiques qui montrent que la lecture recule, y compris la lecture dite plaisir, recule chez les enfants et chez les jeunes, en tout cas en temps passé en lecture. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas lire. En fait, c'est plutôt une sorte de temps partagé où la lecture recule un peu. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de relation à l'école entre ce plaisir de la lecture et cette dimension beaucoup plus institutionnelle de la lecture. Peut-être que le raccord ne se fait pas suffisamment. Peut-être que la littérature jeunesse n'est pas encore assez présente à l'école. Oui, et puis c'est la façon dont c'est disposé aussi, parce qu'une bibliothèque, c'est génial, c'est sublime, mais c'est vrai que les livres, on ne les voit pas, et donc l'accès aussi pour les plus petits est un peu assez étrange. On va penser à un autre sujet, puis comme il nous reste 2 minutes, je voudrais quand même parler des ateliers qui seront présents au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Je rappelle les dates, 27 novembre et 2 décembre. Des ateliers qui ponctuent ce salon, une idée pour donner aussi aux enfants donc de s'intéresser dès maintenant au métier de la presse aussi, pourquoi pas, parce qu'on parle donc encore une fois du livre, mais la presse aussi jeunesse. Oui, la presse jeunesse, vous parliez de Bernadette Després, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la presse jeunesse, avec Tom et Nana. La presse jeunesse, ça compte énormément pour devenir lecteur. Ce sont ces magazines qu'on reçoit à la maison et qui apportent une régularité avec les histoires. Et au salon, il y a 90 titres de presse magazine qui sont présents. 90, c'est absolument énorme, c'est génial. C'est énorme, il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts. Et donc, on peut les découvrir, et on peut aussi mener des ateliers autour de cette presse. Il y a aussi des ateliers radio, une télé. Donc voilà, la question de l'éducation aux médias, c'est aussi une dimension importante pour nous.
Et oui, bien sûr, c'est très important quand on sait le temps consacré effectivement aux écrans des enfants. Les enfants qui amènent les parents au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, c'est aussi des parents qui vont à nouveau redécouvrir la lecture, parce qu'ils en ont besoin eux aussi. Oui, comme on a 40 ans, il y a aussi des parents qui étaient là en tant qu'enfants et qui amènent aujourd'hui leurs enfants au Salon du Livre. Oui, ça marche dans les deux sens et c'est une vraie question de transmission. Donc les livres qu'on a aimés en tant qu'enfants, qu'on retransmet à ses enfants, etc., on a du plaisir à les retrouver au salon. C'est vrai que moi, les bandes dessinées d'Astérix, par exemple, je les ai relues il n'y a pas si longtemps, grâce à mes enfants. Comme quoi, effectivement, c'est un roulement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. J'ai dit notre salon, non, pas encore. Sur notre plateau, Sylvie Vassallo. Je rappelle que vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, 27 novembre au 2 décembre à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ça se passe partout, des lieux emblématiques dont les livres ont envahi la Seine-Saint-Denis, les crèches, les centres de protection maternelle et infantile, les structures d'aide sociale à l'enfance, la fameuse ASE, bref, 40 villes du département, pleines de livres, bourrées à craquer. Vous pourrez tout trouver, des perles partout. Merci beaucoup. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Shirley, les Américaines sont-elles en train de renoncer aux hommes? C'est une vraie question en guise de protestation face à l'élection de Donald Trump. Il y a de plus en plus de femmes adhèrent au mouvement 4B qui prolifère donc sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que c'est que ce mouvement et surtout en quoi s'inscrit-il dans une forme de résistance plus globale des femmes américaines? Alors le 4B, Virginie, ça vient de Corée du Sud. Il a été lancé vers 2010 et consiste à encourager les femmes sud-coréennes à se libérer des attentes de la société patriarcale pour tenter d'empêcher les violences sexistes et les discriminations. Une réponse à l'époque au taux élevé de violence à l'égard des femmes dans ce pays d'Asie et puis de manière générale à la forte pression sociale que subissent les Coréennes du Sud. Alors pourquoi 4B? Eh bien tout simplement parce que les 4 principes sur lesquels ce mouvement repose commencent par la lettre B en coréen. En gros, ce sont les 4 choses auxquelles les femmes de ce mouvement sont prêtes à renoncer. Pas de sexe avec les hommes, pas d'enfants, pas de rencontres avec des hommes, pas de mariage non plus. Vous aviez la traduction donc en coréen. Si ce 4B movement est resté marginal en Corée du Sud, il a trouvé un écho inattendu aux États-Unis. Adopté par les Américaines, ça donne ça. I want the men in this country to know that half the female population, we're dry. We're probably going to stay dry. I'm dry as a desert, baby. And I don't want it to change. Yeah, we're not going to like you anymore. You understand that? Like, it doesn't matter if you take away abortion. Like, we'll want to have your babies even less, right? Even if you take away contraception, like, women are really good at celibacy because you guys are actually a threat to us. So we have a lot less to gain from you. So, yeah, 4B all the way. Bon, en gros, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément l'anglais, nous sommes sèches comme le désert, nous n'avons plus envie de vous donner des enfants, le célibat nous va très bien, de toute façon, vous représentez une menace, vous les hommes. C'était donc le message de cet internaute. Des femmes qui se filment en train de se couper les cheveux aussi, les cheveux courts étant un symbole controversé du féminisme en Corée du Sud. Alors, le 4B était déjà évoqué dans des discussions féministes en ligne avant la première élection de Donald Trump, pendant le mouvement MeToo notamment, mais depuis la réélection de Trump, ces vidéos sur le 4B se sont démultipliées sur les réseaux. Oui, parce que les droits des femmes sont clairement jugés menacés plutôt avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, Donald Trump, on le sait, avec son lot de propos misogynes, n'a jamais vraiment été particulièrement féministe. Avec lui comme nouveau président, les droits des femmes sont jugés menacés, en particulier le droit à l'avortement. C'est quand même Donald Trump qui a nommé 3 juges conservateur à la tête de la Cour suprême lors de son premier mandat. La plus haute instance juridique du pays est donc devenue majoritairement conservatrice avec 6 juges conservateurs sur 9. En rouge sur l'infographie que vous voyez s'afficher, infographie du Monde, qui date de 2020. C'est la même proportion aujourd'hui, 6 conservateurs sur 9. Et c'est cette cour à l'époque, en 2022, qui a annulé l'arrêt Roe versus Wade, donc de 1973, qui est la garantie du droit à l'avortement
au niveau fédéral pour les Américains. Et depuis cette date, eh bien, chaque État fait sa loi en matière d'IVG. Prochaine étape potentielle, et c'est ce qui est redouté par de nombreuses femmes, c'est l'interdiction de l'avortement à l'échelle de tout le pays. Une menace qui plane d'autant plus que les misogynes s'expriment librement depuis l'élection de Donald Trump, comme cet influenceur dont vous parliez, Virginie, la semaine dernière sur ce plateau, Nick Fuentes, un podcasteur masculiniste d'extrême droite qui a détourné le slogan des défenseurs et défenseuses du droit à l'avortement en postant sur ses réseaux sociaux « Your body, my choice », votre corps, mon choix. Oui, ce qui a entraîné une vague de harcèlement d'influenceuses sur TikTok, sur X, de la part de nombreux hommes. Alors le mouvement Forbi est apparu en Corée du Sud il y a environ 15 ans, vous l'avez dit. Mais pour trouver la première forme de ce type de protestation féministe, on peut peut-être remonter jusqu'à la Grèce antique. Et oui, exactement. Dans Lysistrata, une œuvre satirique du IVe siècle avant Jésus-Christ, le poète Aristophane imagine en effet une grève du sexe menée par les femmes pour obtenir des changements politiques, en l'occurrence la paix entre Sparte et Athènes en pleine guerre du Péloponnèse. À noter que l'abstinence sexuelle comme moyen de lutte féminine a été encouragée dans plusieurs pays dans le monde contemporain, en Colombie par exemple, ou dans certains pays d'Afrique comme au Libéria ou au Kenya. La grève du sexe est donc un des pans du mouvement Forbi, un modèle de résistance plutôt radical, mais vous l'avez dit, qui a fonctionné. Radical moins de ce côté-là, mais c'était aussi une forme de résistance, la montée en flèche des ventes de pilules. Oui, au lendemain de l'annonce de la victoire de Trump à l'élection présidentielle, de nombreuses femmes se sont ruées sur des pilules abortives que l'on peut acheter en ligne aux États-Unis. 15 fois plus de commandes ont été enregistrées par Aid Access, entreprise pionnière dans la commercialisation de ces pilules. Même phénomène pour les pilules de contraception, plus 300% d'achats de ces pilules sur le site Wisp qui vend des produits de soins. De toute évidence, les gens essayent de planifier l'apocalypse reproductive qui, selon nous, se produira sous la présidence de Trump. C'est une déclaration d'Elisa Wells, cofondatrice de Plancy, un site d'information sur les pilules abortives. Alors cette semaine, on a parlé de ce projet d'abaissement de l'âge légal du consentement en Irak, qui vise donc à faire passer cet âge de 18 ans à 9 ans. Aujourd'hui, le droit à l'avortement est de moins en moins protégé aux États-Unis. Le progrès, Virginie, n'est jamais définitif, comme le disait Simone Veil. Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Une citation encore et toujours d'actualité. Tout à fait, merci de le rappeler, merci de citer Simone Veil. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. De nombreuses études, Antoine, montrent que la personnalisation de l'apprentissage améliore la réussite des élèves. Comment justement, selon vous, les outils numériques, dont Edumalin fait partie, peuvent-ils contribuer à justement cette personnalisation de l'apprentissage? Quels en sont les défis majeurs? Vous qui, on l'a dit et vous nous l'avez présenté, avez dirigé l'Académie de Paris, vous avez été aussi au cœur pendant des années de ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi, je ne suis pas un enfant du numérique. Voilà, ma carrière dans l'éducation nationale est terminée. Et je dirais même que c'était presque drôle que je sois maintenant dans une entreprise du numérique. Ce n'est pas tellement la rentrée numérique, c'est le produit qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'il a d'original? Qu'est-ce qui, en 2017, m'a séduit? C'est le fait qu'il est adossé aux sciences cognitives. En clair, ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau. Donc, en fait, ce qui est remarquable dans cette entreprise, qui maintenant a un produit du CE2 à la terminale, c'est qu'il y a un processus d'apprentissage qui respecte les différentes étapes de construction d'une notion dans le cerveau. Et donc c'est ça c'est vraiment la première chose qui m'a plu. Et la deuxième chose, c'est que ça s'adresse à tous les élèves, c'est-à-dire des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves qui viennent d'arriver en France, mais aussi des élèves lambda, mais aussi, et ça c'est très intéressant, des élèves qui sont très brillants. Exemple, hier j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit avoir fait, sa fille est en 5e, qui a fait avec Edumalin des exercices de 3e. Voilà, tout est possible. Voilà. Parce qu'encore une fois, et alors, dernière chose, ça marche en français, ça marche en mathématiques, mais en réalité, c'est toutes les disciplines, ou presque, du CE2 à la terminale. Qu'est-ce que ça a changé en toi?
Dans ton quotidien, dans ta... Dans mon quotidien, ça a changé beaucoup de choses de par mes interactions avec les autres, de par, même par rapport à, outre l'école, parce qu'à l'école, on a des oraux, donc ça m'a permis d'avoir une grande assurance en moi avant de parler, et de ne plus me préoccuper de la forme. La forme, elle était plutôt acquise, donc je pouvais un peu plus me concentrer sur le fond. Et comment on passe du savoir parler, ou en tout cas cette prise de parole, au aimer parler? Parce que maintenant, j'ai quand même le sentiment que tu aimes prendre la parole. J'aime prendre la parole. Et en plus, tu aimes transmettre cette passion, même. Ça va encore plus loin. Exactement. Je pense que c'est par la pratique. La pratique. Au début, ça a été très compliqué pour moi. Et puis après, grâce aux membres de Grain d'Orateur qui, comme l'a dit Smel, sont extrêmement bienveillants. C'est une ambiance qui est très bienveillante. Et la preuve, l'année dernière, je suis venue à chaque formation. Et pourtant, je suis grande timide. Donc, c'est vraiment une preuve que quand j'allais là-bas, je me sentais vraiment bien. Et je ressortais grandie et je sentais que j'avais appris des choses. Les Allumeurs de Lune, c'est une initiative désormais rituelle en Haute-Savoie. C'est un truc énorme, en fait. Oui, ça fait 35 ans que ça dure, en fait. Et c'est une colo du Fauval, Fédération des œuvres laïques, mais qui est axée théâtre et musique. C'est l'originalité. Important de dire musique parce que la partition musicale n'est pas évidente. Vous l'avez filmé, vous, en 2019. C'était la 30e édition. On y vient, on y revient dans cette colo. On peut passer d'allumeur à animateur ou à volontaire. Il y a un côté hyper familial quand même. C'est ça, ouais, c'est l'originalité. C'est vraiment sur une continuité. Et du coup, il y a un aspect intergénérationnel très fort, puisque la metteuse en scène actuelle, Élise, est venue en tant qu'enfant depuis l'âge de 6 ans. Et voilà, donc il y a un lien comme ça entre les générations qui est très fort. C'est organisé par la Fédération des œuvres laïques, la FOL. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ça, ce que sont les FOL, les FOL. Bien sûr. Et ça rattache cette expérience au grand mouvement de l'éducation populaire. Oui, on peut en parler parce que c'est vrai que j'ai tenu à ce que cette création soit sourcée, qu'on envoie les racines. Parce qu'il y aurait un danger, ce serait de considérer que ça tombe du ciel, en disant voilà, il suffit de faire un chèque et puis tout va bien. Non, il y a une vraie volonté en termes d'émancipation et d'éducation populaire qui vient de cette section Fédération des œuvres laïques qui a plus de 90 ans. Et évidemment de la Ligue de l'enseignement à la base, créée par Jean Massé il y a plus de 150 ans. Donc voilà, c'est comment créer en dehors de l'école les conditions d'une émancipation de la jeunesse sur le temps scolaire. Au début, c'était les cantines, les chorales, l'après... Ce qu'on appelle couramment le périscolaire. Le périscolaire, exactement. Ouais, ça date pas d'hier. Ouais. Et puis, évidemment, les colonies de vacances qui ont pris un essor particulier après la Seconde Guerre mondiale. Cette personnalisation, justement, dont vous parlez, aujourd'hui, elle est disponible et accessible, surtout grâce à des moyens technologiques, grâce à des solutions EdTech qui se font effectivement de plus en plus nombreuses. Mais quelque part, elles viennent combler peut-être un manque que ne sert pas l'éducation nationale dans ses programmes. Un manque, non, je crois pas. C'est-à-dire, c'est vraiment complémentaire. Et le rôle de l'enseignant est déterminant. Simplement, vous savez, enfin, moi, j'ai pas été que directeur de l'académie, j'ai commencé par être enseignant. Gérer l'hétérogénéité des élèves, c'est extrêmement compliqué. Et très honnêtement, depuis les années 80, c'est souvent plus un slogan qu'une réalité. Quand vous avez un outil qui permet ça, alors ça devient vraiment intéressant. Ismaël, comment ça se passe en atelier? En atelier, c'est simple. On fait un va-et-vient incessant entre la théorie et la pratique. On pense que c'est indissociable. Et aujourd'hui, on le voit très bien chez nos jeunes, en fait. Dès lors qu'on aborde un point et qu'on le voit directement en pratique avec eux, ça prend beaucoup plus vite l'évolution. Mais on commence par quoi? Parce que là, alors là, je suis impressionné. Là, c'est silence total, quoi. Là... merci pour la passe décisive. Non, mais c'est vrai. Le silence, c'est la base. C'est la base. C'est ce qu'on apprend lors de la première séance des fondamentaux. C'est vrai qu'on a tous l'idée qu'un orateur, c'est celui qui va monopoliser la parole, celui qui va parler tout le temps, incessamment. Et on les prend en fait à contre-pied en leur expliquant qu'un grand orateur, une grande oratrice, c'est d'abord quelqu'un qui sait se taire, écouter l'autre pour s'en nourrir et éviter accessoirement les mots parasites. Pierre Bécu, pourquoi ce titre « Jouer et grandir » ? C'est un peu une fausse question de ma part, parce que j'ai vu le film, mais c'est pour donner envie aux autres de le voir. Alors, en général, je ne choisis pas mes titres. C'est vrai? Non. En général, mais là, vous l'avez choisi? Non, je ne l'ai pas choisi. Ah non, pas plus. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais le dire, il fonctionne extrêmement bien. Parce qu'on les voit, ça dure 15 jours, hein, mais on voit certains personnages, quand je dis personnages, en fait, ce ne sont pas des personnages, ce sont des êtres humains, des vrais. Mais bref, on voit certains enfants changer en 15 jours. Complètement. Ouais. C'est cette transformation, il y a vraiment
un commencement pour beaucoup d'enfants qu'on voit dans cette affaire, et vraiment un dépassement de soi incroyable. Et ce qui est fort, c'est le dépassement de soi aussi des adultes. C'est-à-dire que cette dimension de l'enfant, on l'a déjà vu dans plein de récits. Vous avez cité des films qui sortent en ce moment à l'affiche, la série pour Arte que j'ai vue, qui est très très belle. Ceux qui rougissent. On se souvient du documentaire à voix haute sur l'éloquence, qui était très beau. Là, on a une particularité, c'est la façon dont, déjà, on arrive tous au résultat, il n'y a pas de sélection. Hein, et je dirais que ceux qui partent le plus loin, y compris avec des problèmes de lecture au départ, etc., sont fabuleux sur scène. Et la notion du changement de l'adulte, la façon dont ça remet en cause les certitudes de l'adulte, dans certains cas des enseignants proches de la retraite, ou même retraités, qui n'osaient pas se mettre en danger. La particularité, c'est que ces adultes-là doivent aller sur scène avec les enfants. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Shirley, on vous retrouve la semaine prochaine sur le Grand JT. Merci aussi à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Donc à la réal, aux manettes, c'est Xavier Sanchez, le son Saïd Mamou, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous, ciao.